Bonsoir à tous. Rendez-vous fixé, rendez-vous respecté. Il est 19 h sur BB24. Bienvenue sur le grand rendez-vous. Environ 90 minutes à passer ensemble en compagnie bien sûr de l'information axée sur le développement dans une ambiance de gaieté bien évidemment. Ce soir, 3 plateaux sont donc prévus en plus du journal qui viendra à 19 h 45 exactement et on commence par la météo. Le diabète, ça peut agir sur l'œil et comme conséquence, les spécialistes parlent de la rétinopathie diabétique. Le grand rendez-vous parle des causes et mesures de prévention. Et là, si vous êtes diabétique ou pas, ça vous concerne, chers téléspectateurs. Soyez donc au rendez-vous sur Nature et Bien-être dans un instant. La série sur le commerce continue sur Autant Savoir et ce soir, suivez avec nous la suite sur le tribunal du commerce qui est défini aujourd'hui comme un outil de confiance dans l'environnement des affaires. Du commerce à l'entrepreneuriat, on se retrouve pratiquement dans le même domaine, dans le même environnement si vous voulez. En entreprise, il y a donc plusieurs types de gestion. On parle de gestion financière, gestion communicationnelle si vous voulez, et surtout de la gestion des ressources humaines. Alors, ce dernier aspect nous intéresse aujourd'hui avec l'expert sur le grand rendez-vous. Nous parlerons particulièrement de la gestion du stress des employés. Comment est-ce que, en tant que manager, on arrive donc à réussir cela, la gestion du stress des employés. Voilà, c'est l'expert de ce grand rendez-vous qui va donc répondre à cette question dans un instant. Le grand rendez-vous, vous savez aussi, c'est le journal qui vient à 19 h 45 exactement et sera présenté ce soir par Nadège Sani. Bonsoir Nadège. Bonsoir Sioum Gaba. Il y a quoi au menu de ce 19 h 45? Merci à vous, Assioum Gaba. Le Bénin en deuil, le roi du Tchink System, a tiré sa révérence hier. Stan Toron, Papi Grandé ou encore Mohamed Ibitoche est décédé à Paris. Il avait 63 ans. Le commerce inclusif en question, on va parler de cette activité économique et les bénéfices que les pays moins avancés peuvent en tirer. Et enfin, les jeunes de Révier peuvent désormais se documenter à la bibliothèque de la localité. Elle a été inaugurée le week-end dernier. Son initiateur, Florent Eustache Ressou. Merci beaucoup à vous, Nadège Sani, pour ces titres annoncés. On va se retrouver tout à l'heure à 19 h 45 pour donc, le développement de ces titres. Merci à vous et déjà nous souhaitons toutes nos condoléances
à tout le monde artistique et surtout à la famille Toron et tous les membres, tous ceux qui aiment bien sûr le Tchenk System. Toron Stan qui est donc le promoteur de ce rythme du Bénin. On revient donc en plateau pour vous annoncer qu'on commence tout de suite par Nature et Bien-être. Nature et bien-être ce soir parle de la rétinopathie diabétique. Qu'est-ce que c'est en réalité? On va y répondre dans un instant. Pour le moment, c'est Cécile Rounet qui nous fait un reportage, qui nous présente un reportage sur une maladie oculaire. Il s'agit bien sûr de la cataracte. Une tache blanche sur cet œil, mais pas anodin. Il s'agit de la cataracte. Autrefois considérée comme une maladie de la vieillesse, ce mal existe sous différentes formes et peut conduire à la cécité. Cette maladie-là qui va toucher électivement une partie de l'œil, un organe de l'œil qu'on appelle le cristallin. Le cristallin, c'est une lentille. Lorsque justement cette lentille-là qui est transparente s'opacifie, l'image ne passe plus et on fait ce qu'on appelle la cataracte. Alors la cataracte, elle peut toucher les personnes âgées, elle va aussi toucher parfois des gens plus jeunes et des enfants. Ça peut être un coup qu'on porte sur l'œil, ça c'est chez les sujets jeunes en cas de traumatisme, mais ça peut être aussi une altération, un petit virus qui a attaqué l'œil dans l'enfance et qui a altéré une partie de cette enveloppe et qui crée justement la cataracte. Ça peut être la prise de médicaments, pourquoi pas, qui peut aussi produire cela. Des conséquences préjudiciables pour la vue, mais si elle ne peut être prévenue, la cataracte présente des signes annonciateurs. Lorsque déjà on commence par moins distinguer sa fenêtre ou moins distinguer une cible sur un mur en particulier, lorsqu'on commence par ne plus très bien voir les marches d'escalier par exemple, et ça peut être déjà des signes annonciateurs d'une cataracte qui est en train d'évoluer, de naître. Mais le grand signe, c'est la vision floue. Il y a des personnes qui, lorsqu'il y a de la grande lumière, ne voient plus très bien. Mais lorsqu'elles sont dans une petite pénombre, elles voient mieux. Ça aussi, ce sont des signes de cataracte. Guérir de la cataracte n'est pourtant pas chose impossible. Cependant, il n'existe qu'une seule voie de recours. De toutes les façons, que ce soit pour un bébé, un nouveau-né, que ce soit pour une jeune personne ou que ce soit pour une personne âgée, il n'y a qu'un seul traitement efficace pour la cataracte, c'est justement de l'opérer. C'est-à-dire d'enlever cette lentille qui est cataractée et actuellement, on propose à la place ce qu'on appelle un implant, qui est une petite lentille artificielle que l'on mettra à la place de ce cristallin et qui permettra de restaurer la vision qu'on a perdue. La cataracte, à l'instar d'autres maladies de l'œil, peut conduire à la perte de la vue. Mais dans tous les cas, une consultation régulière constitue le moyen de prévention le plus efficace. Ah oui, merci beaucoup à vous, Cécile Rounet, pour ce reportage. Alors, y a-t-il un lien entre cataracte et rétinopathie diabétique? On sait déjà que ces deux mots de l'œil peuvent faire perdre la vue, et c'est vrai. On va poser la question au professeur Rafiou Lawani, qui est ophtalmologiste. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci une fois encore de nous retrouver sur ce plateau pour aider les uns et les autres à bien prendre soin de leurs yeux, de leur vue. C'est ça. Bonsoir. Yasmine Damata, comment allez-vous? Ça va, la pleine forme. Je suis très heureux de vous retrouver sur ce plateau pour parler de la rétinopathie diabétique. Le diabète, ça peut donc agir sur les yeux. Oui, bien sûr, Asiom. Bonsoir également à vous, amis téléspectateurs. Bonsoir, docteur Rafiou Lawani. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons parler d'une autre maladie qui n'est pas la cataracte, mais qui peut également causer, comme la cataracte, la cécité. Il s'agit bien de la rétinopathie. Vous confirmez, docteur? Bien entendu, la rétinopathie diabétique, c'est une affection qui touche les diabétiques et qui, malheureusement, peut aboutir à une cécité définitive, irréversible. Mais c'est quoi alors la rétinopathie diabétique? La rétinopathie diabétique est en fait une maladie, une complication du diabète. D'abord, il faut poser le tableau général du diabète, qui est une maladie
liée à l'augmentation du sucre dans le sang. Donc, cette augmentation de sucre, quand elle atteint un certain seuil, elle transsude, elle sort des vaisseaux, il sort des vaisseaux et vient à l'extérieur des vaisseaux boucher les tout petits capillaires. Donc, le diabétique, il est sujet à des oblitérations, à des occlusions des petits capillaires, notamment du rein, du cœur, de la rétine, du cerveau et des nerfs. Donc voilà les 4 principales cibles que touche le diabète et qui va entraîner des complications. Donc c'est l'excès de sucre qui agit sur ces organes que vous venez de citer. Exactement. Qui agit sur l'œil. Qui agit sur l'œil. Ok. Parce que l'œil, comme ces autres organes que j'ai cités, sollicite beaucoup l'oxygène. Ok. Et cet oxygène est essentiel pour son fonctionnement. Et quand le sucre sort des vaisseaux et vient boucher ces tout petits vaisseaux terminaux qui apportent l'oxygène à ces tissus, c'est pas bon. Ces tissus-là, ils meurent progressivement et entraînent des complications, donc de néphropathie diabétique, de rétinopathie diabétique, de cardiopathie diabétique et de neuropathie diabétique. Alors, ça dit que la personne qui souffre de diabète, directement, il doit faire de la rétinopathie. Un diabétique qui ne se surveille pas, un diabétique dont le taux de sucre dans le sang n'est pas équilibré, fera entre 7 ans et 13 ans statistiquement une complication du diabète liée donc à la rétinopathie diabétique. Donc à partir de 7 ans déjà, on peut déjà faire une rétinopathie. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. En général, c'est une maladie chronique qui est découverte à un moment X. Comme le temps de début n'est pas connu, il convient donc à tout moment où un diabétique est découvert, qu'on lui fasse un examen de ses principaux organes, dont la rétine, pour voir est-ce qu'il ne commence pas déjà à y avoir des complications du diabète au niveau de cette rétinopathie diabétique. Et si ça existe, il y a des moyens pour prévenir l'évolution de ces complications qu'on découvre. Et s'il n'y en a pas au moment où on a découvert le diabète, il convient que tous les ans, le diabétique se fasse suivre pour voir ces petites lésions apparaître et les détruire au plus tôt pour qu'elles n'entraînent pas des complications plus graves. Plus graves. Donc, si je comprends bien, le diabétique qui se surveille peut ne pas avoir. Donc, bien entendu. Le diabétique qui se surveille et qui équilibre son taux de sucre, il est quasi certain qu'il ne fera pas de complications ou il fera des complications minimes. Qui pourront être facilement maîtrisées. Facilement maîtrisées, mais quelles sont donc les causes de la rétinopathie diabétique? La rétinopathie diabétique, comme je le disais tout à l'heure, est liée à l'oblitération, au fait que les petits vaisseaux qui apportent l'oxygène aux tissus nobles, que sont la rétine, le cœur, le rein et les nerfs, donc ces tissus nobles ne reçoivent plus l'oxygène dont ils ont besoin, et de ce fait, ils font ce qu'on appelle une ischémie, et ils meurent. Ils meurent donc progressivement ou tout de suite en fonction de l'intensité de l'ischémie. Alors, pour un diabétique, par exemple, qui a déjà une rétinopathie avancée, est-ce qu'il y a des techniques, des soins mises en place pour pouvoir... Des mesures préventives? Non, pas préventives, mais je dis curatives. De prise en charge. Bien entendu, il y en a. Puisqu'en fait, c'est une maladie qui va détruire les petits vaisseaux. Et ces petits territoires qui ne reçoivent plus du sang vont avoir un réflexe naturel, c'est de développer des vaisseaux en plus grand nombre pour apporter plus d'oxygène. Malheureusement, ce phénomène de fabrication de néo-vaisseaux, de nouveaux vaisseaux, est pathologique parce que les vaisseaux qui sont fabriqués après la naissance, c'est des vaisseaux qui ne sont pas étanches. Quand le sang arrive dedans, il sort à travers les parois. Et de ce fait, ça amène toute une série de complications qui sont des hémorragies. Et ces hémorragies vont entraîner d'autres complications de l'œil. Et c'est une cascade après. C'est pour ça qu'il est essentiel que le diabétique se surveille pour qu'on retrouve ces lésions-là le plus tôt possible. Et quand on les retrouve le plus tôt, on détruit le territoire où le sang n'apparaît plus. Si le territoire se multiplie, il y aura de plus en plus de développement de mauvais vaisseaux
il y aura de plus en plus de développement d'hémorragie et d'autres complications qui finalement vont amener le patient à ne plus jamais voir. Jamais voir. Alors, ce qu'on craint beaucoup plus pour les diabétiques, ce sont les chirurgies, les opérations. Est-ce qu'en cas de rétinopathie diabétique, c'est permis de faire de la chirurgie? Bien entendu. Il y a des types d'opérations qui vont se faire sous anesthésie locale, d'autres sous anesthésie générale. Donc le bilan est bien fait et le diabétique va être pris en charge. Mais au-delà de ça, il faut voir 2 types de prise en charge. Ah, d'accord. La première, c'est celle qui se situe au tout début de la maladie. Quand on voit les tout petits signes où le sang ne vient pas, on détruit ces territoires-là avec du laser. Ainsi, ces territoires détruits ne vont plus susciter la naissance de vaisseaux de mauvaise qualité. Donc, il n'y a que la surveillance régulière qui permet de voir de petites zones apparaître. Si le sang ne vient pas là, on les détruit. Et on regarde l'année prochaine encore, il n'y a pas de nouveau territoire, on surveille. Donc, c'est cette surveillance-là qui fait qu'on prend la maladie au tout début. Sinon, après, ça peut amener des décollements de rétine. Ça peut amener des fibroses à l'intérieur, ça peut amener toute la rétine à ne plus recevoir du sang, donc à mourir. Et le patient ne verra plus. Mais en détruisant ces vaisseaux-là, est-ce qu'on les remplace? Non, on ne les remplace pas. C'est des territoires en fait qui sont en périphérie de la rétine. La rétine, c'est une zone qui a 2 grandes zones. Une zone centrale qui est responsable de 95% de ce qu'on voit droit devant soi, et une zone plus étendue en périphérie, qui en fait intervient dans d'autres types de sensibilité, la pénombre, l'adaptation au contraste, etc. Mais ce qui est important, le diabète, lui, il touche ces zones périphériques qui sont beaucoup plus étendues. Et donc ça part de la périphérie, ça développe ces mauvais vaisseaux et ça touche le centre au dernier moment. C'est pour ça que la prévention est de surveiller son diabétique. Et malheureusement, il y a des diabétiques qu'on retrouve qui ont 10 ans, 15 ans d'évolution de diabète sans jamais avoir eu de fond d'œil. Je pense qu'il y a un problème beaucoup long. Je sais que nous savons que le Lions Club et certaines ONG accompagnent beaucoup les diabétiques, mais il y a encore beaucoup d'informations à délivrer pour que tout diabétique qu'on découvre puisse d'abord avoir son fond d'œil dans le bilan initial et qu'il puisse régulièrement être suivi pour détecter ces lésions-là le plus tôt possible. C'est prise en charge, le diabète au Bénin? Mais bien entendu. Et gratuitement? C'est un autre problème. Pas gratuitement. Pas un problème d'assurance. D'accord. C'est un problème. Et une chose sur laquelle il faut insister aussi, c'est que le diabète est actuellement une explosion épidémique mondiale. Ah oui? Nous avions dans le monde, dans les années 1985, nous n'avions que 30 millions de diabétiques. Et là, en 2015, nous avons 400 millions. Et il est prévu pour 2040 que nous ayons 620 millions de diabétiques dans le monde. Et nous savons que l'Afrique constitue un réservoir où nous avons près de 2/3 des diabétiques. Ça pose un problème de santé publique énorme. Qui doit nous amener à planifier un certain nombre de moyens pour que justement ces complications sur le rein, le cœur, les nerfs et la rétine puissent être prises en charge de façon efficace dans les prochaines années, parce que ça va être une explosion. Et ça touche le sujet souvent jeune, actif. Parce qu'en fait, toutes les statistiques qu'on donne sur le diabète, c'est autour de 18 à 79 ans. Donc une population qui est encore majoritairement active, qui va devenir aveugle et qui malheureusement peut mourir d'autres complications cardiaques. Voilà. On va y revenir pour mieux en parler, parce qu'il faut d'abord qu'on donne également les symptômes, la prise en charge. Là, le docteur donne qu'une seule prise en charge. Le deuxième volet, on n'a pas encore pris en compte. Mais déjà, on peut retenir qu'il faut déjà, quand on est diabétique, faire un tour régulier chez son ophtalmologiste pour voir l'état de son œil. Assoum Gaba, je vous laisse le plateau. En tout cas, c'est une fois par an. Je pense qu'on peut supporter ce suivi-là. Et c'est très important pour qu'on reste actif et participer davantage au développement de nos pays, pourquoi pas.
Merci beaucoup à vous, professeur. C'est un honneur. Le grand rendez-vous, cette fois-ci, va se retrouver chez l'expert en vente en entrepreneuriat, cette fois-ci, avec Jérôme Pokuola. C'est l'expert. Ce soir, avec l'expert, nous parlons de la gestion du stress. Il faut dire la gestion du stress des employés en entreprise. C'est très, très important puisque ça fait partie de la gestion des ressources humaines. J'espère que je ne suis pas en train de dire quelque chose de faux, n'est-ce pas, Jérôme Popola? Bonsoir. Bonsoir, Assioum. Comment vous allez? J'ai dit vrai que la gestion du stress des employés fait partie également de la gestion des ressources humaines. Naturellement, parce que, comme vous le savez, le stress est beaucoup plus lié, comme on le dira tout à l'heure, c'est vrai, la perception de l'individu, mais cela a un effet de façon générale sur, je vais dire, l'impact et également la fonctionnalité de l'entreprise. D'où le rôle de la gestion des ressources humaines qui est de pouvoir permettre au personnel de l'entreprise de donner le meilleur d'eux-mêmes afin de pouvoir atteindre les résultats de l'entreprise. D'où naturellement vous comprenez qu'un individu qui est sous stress ne peut pas forcément contribuer au mieux de sa forme à l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Et je voudrais quand même déjà d'entrée de jeu faire cette petite démarcation. Oui, allez-y. Parce qu'il y a parfois des confusions entre les thèmes et tout ça. Je voudrais surtout faire cette différence entre travailler sous pression et travailler sous stress. Ah, d'accord. C'est pas du tout la même chose. Ah, parce que souvent, quand on lit les offres d'emploi, on dit être capable de travailler sous pression. Voilà. Donc, il y a une différence entre ça et travailler sous stress. Sous stress. Mais malheureusement, aujourd'hui, le chiffre est croissant. De plus en plus d'individus travaillent dans certaines organisations sous stress et non sous pression. Ah, d'accord. Et de façon classique, c'est un peu dans tous les domaines d'activité. Mais en fonction du secteur, il y en a beaucoup plus qui sont sous stress, comme par exemple le secteur bancaire ou le secteur financier, etc. etc. Oui, alors, voilà. sous pression, sous stress, il y a quelle différence? Voilà, merci beaucoup, Assioum. Il est très important de comprendre qu'un manager utilise généralement la pression afin de pouvoir amener ses collaborateurs à produire du résultat. Okay. Parce qu'il a des objectifs, soit parce qu'il est lui-même l'entrepreneur, soit il est sous mandat, c'est-à-dire il y a un comité de direction qu'il a mis à la tête de l'entreprise et il a un engagement vis-à-vis de ce comité de direction. D'où, afin de pouvoir amener les individus à avoir les résultats, il met des exigences naturellement. Il a des indicateurs également de performance qui font que il met les individus sous pression afin de pouvoir produire ces résultats-là. Maintenant, ce qui est tout à fait naturel, cette pression parfois peut entraîner chez les individus cette réaction-là qu'on appelle le stress. Parce que l'individu réagit naturellement par rapport à des situations auxquelles il n'est pas forcément habitué. Quand vous prenez quelqu'un qui, par exemple, a un mode de travail donné et que du coup, du jour au lendemain, on commence par augmenter, par exemple, sa charge de travail, c'est vrai que de par le manager, il lui met une pression, mais automatiquement chez l'individu, lui, il se voit déjà sous stress parce qu'il n'est pas du tout habitué à cet état des choses-là. Voilà. Donc, il y a également, comme je l'ai dit au début... Donc c'est la réaction que l'employé a en travaillant sous pression. Voilà, qui crée le stress. Qui crée le stress chez lui. Voilà. Et cette pression, lorsqu'elle dépasse un certain niveau, peut créer chez l'individu ce stress-là. Et quand l'individu est stressé, vous comprenez qu'il n'est plus créatif. Il n'est plus motivé également. Et il commence par percevoir son travail, son emploi comme une menace, plutôt que comme une passion. L'individu n'est plus motivé à venir au boulot. Et ça peut créer des crispations également entre collègues. Parce que quelqu'un qui est sous stress est beaucoup plus nerveux. Et quand vous lui confiez des tâches, il ne vous apporte plus réellement ce dont il est capable en temps normal. Ce qui fait que le manager perçoit soit négativement de son côté. Et parce que pour lui, c'est une baisse de performance, d'où l'incompétence. Et plutôt que de vouloir réguler ce mode de pression, veut agir directement sur l'individu, par des mises à pied, par des blâmes, etc. Ce qui, au contraire, augmente encore ce stress-là et qui va de mal en pire. Et qui peut également contaminer l'équipe et avoir de l'impact sur l'organisation de façon générale. De façon générale, alors, des clients et tout ça. Si je comprends bien, vous êtes déjà en train d'entrer dans la partie comportementale du manager vis-à-vis du stress de l'employé. Voilà. Alors aujourd'hui, on a dit déjà ce qui peut amener donc le stress, c'est souvent de travailler sous
forte pression. Sous forte pression. Pas sous une pression, mais une forte pression. Voilà. Et donc, la réaction à cette pression-là peut amener donc, le Voilà. stress. Voilà. L'employé dans une entreprise qui est sous stress, comment est-ce que le manager sait que c'est Les collaborateurs sont stressés. est stressé en réalité? Comment Voilà. il le sait? Voilà, vous savez... Il y a des indicateurs. Oui, il y a des indicateurs naturellement. Déjà, je vais dire que ce stress-là, de façon générale, peut être observé par certaines manifestations déjà du genre, comme je l'ai dit déjà au départ. Quand vous avez un collaborateur qui, quand vous l'observez, vous remarquez, mais pour ça, il faut avoir l'œil, il faut avoir également cet esprit-là pour observer. Parce qu'il y a des managers qui sont beaucoup plus essentiellement sur la tâche. Ils ne sont pas sur l'humain. L'humain ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est la production, c'est les chiffres, voilà. Mais il faut beaucoup plus être observateur et remarquer que l'individu, avec le temps, commence par avoir des comportements guillemets bizarres. Il vient de plus en plus peut-être en retard au boulot. Il a de plus en plus besoin d'avoir des permissions pour certaines urgences. Vous lui demandez des tâches et il ne vous les rend pas au délai ou peut-être à la qualité que vous l'avez désiré. Il a souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, des conflits avec certains collègues, il est beaucoup plus irritable. Ça, c'est des signes déjà qui peuvent montrer que l'individu est sous stress et qu'il a du mal à digérer cette pression-là qu'il reçoit. Et ça peut être parfois même de l'arrogance, hein, ça peut arriver que parfois certains collaborateurs sous stress puissent être arrogants vis-à-vis du manager sans forcément le vouloir. Le vouloir. Voilà. Ou mal se comporter avec un client ou faire des erreurs peut-être. Envoyer tel dossier à telle personne. Et on voit ça dans une autre organisation et se rend compte que il y avait une grande erreur, etc. Donc, ça peut être également des symboles pour pouvoir détecter chez son collaborateur que l'individu est en train de mal digérer cette pression-là qui, à son niveau, s'est transformée en un stress. Alors, Voilà. je ne sais pas, Géraud, à vous entendre, Oui. c'est-à-dire pour le manager, Oui. en remarquant tout simplement que son employé Oui. ou ses employés sont sous stress, Oui. il doit chercher à savoir la cause Voilà. de leurs erreurs. Voilà. S'il multiplie les erreurs, il doit chercher la cause Voilà. du côté humain et non focaliser sur le volet technique, résultat, oui. le volet technique. Voilà. Et Mais- pour dire, bon, écoutez, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça, et bien voilà. Donc, Il faut déjà également avoir cette attitude-là, comme je l'ai dit, d'où la posture du manager qui fait que ce manager apprend petit à petit également à pouvoir parfois remettre en cause son style de management. Parce que quand on est un manager qui, généralement, n'associe pas, par exemple, ses collaborateurs dans une prise de décision, mais du top-down, décide tout seul et vient descendre pour donner des ordres et des directives, ça peut également influencer un déclenchement de stress auprès des collaborateurs parce qu'ils n'ont pas été impliqués dans la prise de décision. Et également aussi, quand une tâche est confiée à un collaborateur, je pense qu'en partie, le manager également est responsable de cela. Pas seulement au niveau de la compétence de l'individu. Parce qu'il y a des critères suivant lesquels il faut déléguer des tâches. Lorsque l'individu, par exemple, n'a pas été formé et que vous lui déléguez des responsabilités, naturellement, il ne va pas pouvoir s'en sortir. Et c'est cette incapacité qu'il ressent en lui à pouvoir assumer, c'est ça qui l'amène en fait à être stressé. Parce qu'en fait, il cherche à vous satisfaire, mais il n'est pas compétent, il n'est pas formé pour le faire. Donc vous avez mal choisi la personne à qui confier telle responsabilité. Ok. C'est normal qu'il soit sous stress. Quand vous prenez par exemple un autre cas, l'individu, pour pouvoir faire quelque chose de façon réaliste, il faut un certain nombre de délais. Mais le délai que vous lui donnez est relativement court. Et il n'a pas l'audace, parce que votre style de management ne lui permet pas de vous expliquer, de vous dire, monsieur, ce que vous me demandez, est-ce qu'on peut faire ça dans tel délai? Il accepte chez vous, mais lui, il est déjà sous stress. Parce qu'il a cette exigence-là qui vient de vous, qui fait qu'il doit vous rendre compte. Encore. Mais il n'a pas l'audace de vous dire, de dialoguer avec vous. D'où le style de management également peut provoquer le stress. Parce que quand un manager n'est pas ouvert, quand il n'est pas accessible, quand il n'a pas un grand esprit, je vais dire, collaboratif et participatif avec son personnel, les individus peuvent être facilement sous stress. Peut-être qu'il y a une meilleure manière de faire la chose, mais l'individu ne sait pas comment pouvoir exprimer cela au manager. Ok. Donc, il faut de la flexibilité de la part du manager afin que, de par son ouverture, il puisse s'intéresser aux autres et proposer même des meilleures manières pour pouvoir réaliser la tâche. En dehors de ça, il y a également, vis-à-vis du manager, parfois cette attitude d'exiger, mais sans donner forcément les ressources. Il y en a. il exige, Oui, donc, ils ils n'ont n'ont pas de ressources. pas les Ils s'en moyens. foutent, mais c'est le résultat qui l'intéresse.
Les résultats l'intéressent, d'où l'individu, c'est naturel, il est stressé. Il est stressé parce qu'il se demande comment il va faire, par où est-ce qu'il va passer, qu'est-ce qu'il doit pouvoir faire afin de pouvoir vous donner ces résultats-là. Donc il n'a pas les ressources et, comme je l'ai dit, il ne sait pas comment vous exprimer. Donc le manager doit donner les ressources. La formation, la compétence la également. compétence. Et pouvoir également déléguer à la bonne personne. Pourquoi? Parce que la pression sur l'individu peut avoir des réactions différentes en fonction de la personnalité de la personne. Okay. Quelque chose que moi, je peux facilement supporter. Telle autre personne déjà est déjà stressée peut-être. Donc un bon manager doit également apprendre à connaître ces personnes, ceux avec qui il travaille, et savoir également dans telle situation, dans tel cas, il y a telle chose qu'il ne faut pas confier à telle personne. Mais il y a telle chose, lui, il peut gérer facilement. C'est un homme, il peut prendre toutes sortes de situations et tout ça. Là. Donc il faut également détecter les types de personnalités qu'on a autour de soi. Former également les gars pour deux méthodes, non seulement la gestion du stress en lui-même, pour qu'ils puissent apprendre à gérer le stress lorsque ça les dépasse, mais également les former pour les rendre beaucoup plus compétents à mieux faire facilement les tâches qu'on les délègue. Les apprendre également, si possible, à pouvoir mieux gérer le temps. Ça, c'est le rôle du manager, à pouvoir former les individus ou appeler des consultants externes à pouvoir animer des formations vis-à-vis de leurs collaborateurs sur la gestion du temps, par exemple. Parce que l'individu peut-être les sous stress parce qu'il ne sait pas gérer les priorités. Et également, vous n'avez pas cette possibilité de forcément, ou vous n'avez pas cette aptitude plutôt à pouvoir classifier les choses sous forme de priorité pour lui dire voilà ce que je veux, voilà, etc. Vous lui confiez beaucoup de choses et lui, du coup, il s'en mêle, il ne sait plus là où il doit se mettre. Et parfois aussi, à cause du climat de l'entreprise, que le manager n'a pas su maîtriser pour mettre en place, je vais dire, un esprit d'équipe. Quelqu'un qui, par exemple, se voit dépassé par une tâche, n'a pas, je vais dire, l'aisance, parce que l'esprit d'équipe n'est pas là, à demander à un collègue de l'aide ou à déléguer cette tâche-là qui le dépasse. Ok. Vous voyez, les gens sont renfermés, ils sont rabougris, ils sont aigris les uns envers les autres. Il faut créer cet environnement-là. Voilà. Environnement de cohésion, de travail. Entre les membres de l'équipe qui font que quand quelqu'un... Le concept nous et non le concept moi. Voilà. Ou quand quelqu'un se sent vraiment dépassé, puisse facilement aller vers son collègue pour lui demander, peut-être qu'il a plus d'ancienneté, comment est-ce qu'on peut manager tel dossier, comment est-ce qu'on peut essayer à avoir cela. D'où créer également cet espace-là où peut-être une fois par semaine, on s'est réunis et où on échange pour voir un peu quels sont les challenges que chacun vit dans son métier. Être ouvert, aller vraiment te poser cette question-là pour recenser quelles sont les difficultés que chaque personne a à son niveau à pouvoir accomplir sa tâche. Ça permet également de pouvoir recenser des manifestations peut-être cachées de stress qui sont là ou peut-être qui sont naissantes et que les gens n'ont pas eu peut-être l'opportunité de pouvoir développer. Les recenser plus tôt et déjà conduire peut-être une formation vis-à-vis de cet individu-là ou le prendre en écart et essayer de travailler avec lui. Mais en tant que manager, est-ce que on est capable d'avoir tous ces outils-là pour pouvoir gérer l'équipe ou c'est des attitudes qu'on peut quand même externaliser, c'est-à-dire faire appel à d'autres consultants pour pouvoir... naturellement. Comme vous le savez, nous, le cabinet BAT+, c'est ce qu'on fait, les formations, les coachings. Et donc, il peut faire recours naturellement à des formateurs ou des coachs afin de pouvoir régler cette situation. Mais déjà, l'une des qualités primordiales qu'un manager, et tout manager normalement doit avoir, c'est l'écoute. Il n'y a pas besoin forcément d'aller sur une formation particulière pour savoir écouter et poser des questions à ses collaborateurs pour détecter ce qu'ils ont. Également, pouvoir être beaucoup plus humain, avoir un management beaucoup plus bienveillant qui montre aux gens que c'est vrai, on a des résultats à donner, mais quand même on est une famille, on est tous ensemble. Et montrer également, soi-même à son niveau, cette tolérance à pouvoir gérer également son stress. Parce que parfois le manager a tendance à répercuter sur autrui le stress que lui-même vit par rapport à la pression qu'il a à son niveau. Il le répercute également sur l'équipe, d'avoir cette flexibilité de pouvoir digérer ça à son niveau pour ne pas forcément impacter négativement son équipe. Merci beaucoup à vous, Géraud Popola, pour tous ces outils et indicateurs de la gestion du stress de ses employés en tant que manager. À très bientôt. Merci beaucoup. Le grand rendez-vous, on se retrouve sur le marché d'achat et de vente. Ah oui, c'est ça, hein, en fait, le commerce. Et on va parler particulièrement du tribunal du commerce qui est défini comme un outil pour mettre en place, établir la confiance dans l'environnement des affaires. C'est Autant Savoir. Autant Savoir, ce soir, ça parle du tribunal de commerce défini comme outil de mise en place de la confiance
Oui, on se demande, avec la mise en place du tribunal de commerce, est-ce que les acteurs, en réalité, se retrouvent en confiance? Est-ce qu'ils se disent en réalité, bon voilà, une garantie pour nous? On va répondre à la question juste derrière ce commentaire sur image signé Marcel Betoro. Un tribunal de commerce, c'est cette juridiction-là qui va statuer sur les différends qu'il peut y avoir dans le domaine du commerce, pas que le commerce, mais même parfois dans le domaine des services ou des différentes prestations. Les situations dans lesquelles on peut se rendre à ce tribunal-là, je prends trois situations possibles. La première situation, c'est que entre commerçants, on a un accord. Peut-être que j'ai un accord avec mon grossiste. Je signe un contrat d'exclusivité, par exemple, avec ce grossiste-là. Et je me rends compte que ce grossiste devient détaillant sur le terrain. Donc, ça, c'est le premier conflit qui peut lier deux commerçants. Le deuxième conflit qui peut survenir, c'est quand il y a un commerçant et un particulier. Dans ce cas-là, quand c'est le commerçant qui décide de porter plainte ou de porter l'affaire au tribunal, ce commerçant-là est obligé d'aller voir le tribunal du commerce. Par contre, dans cette relation, si c'est plutôt le client qui est une personne physique, décide par exemple d'aller vers cette juridiction-là, il a deux possibilités. Il a la possibilité d'aller directement effectivement vers le tribunal de commerce, mais il peut aller également vers le tribunal de première instance tout court, qui peut gérer ce cas-là spécifiquement. Maintenant, l'autre éventualité, c'est le différend qui peut survenir entre un commerçant et sa banque. C'est même très indispensable ce tribunal-là parce que nous sommes dans un monde où de plus en plus il y a une spécialisation dans tous les domaines. Quand vous prenez le domaine du droit, il y a plusieurs spécialités. Et plus on a un tribunal qui est spécialisé, moins on a de problèmes. Et ça permet également, vous savez, le plus difficile dans notre pays, c'est de pouvoir collaborer. Quand vous avez une affaire, c'est difficile de collaborer avec d'autres commerçants, de collaborer avec d'autres partenaires parce qu'on a peur. On se dit qu'il y aura des problèmes, on n'aime pas s'associer. Mais grâce à ce tribunal qui peut régler les problèmes après, je pense que ça va inciter les gens à aller vers des contrats, à s'associer, sachant que quand il y aura un problème, il y a une juridiction qui pourra trancher. Donc dans notre contexte, je pense que ce tribunal-là est très important. Alors, merci beaucoup à Marcel Betoro pour cet élément dans lequel on voyait bien sûr le docteur Harel Zanou qui nous présentait, lui qui nous définissait en fait le tribunal du commerce, le start-upper bien est confiant vis-à-vis bien sûr de cet outil. Je pense que vous pensez également la même chose. Agnat Onifa Debello, bonsoir. Assom Gaba, bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, nous parlons au tribunal du commerce depuis hier sur Autant Savoir dans la série du commerce, bien évidemment, qui continue. Et le tribunal du commerce qui est défini comme garantie de climat, de garantie de confiance, si vous voulez, dans le climat des affaires. Mais comment est-ce que ce tribunal peut donc contribuer à l'amélioration du climat des affaires? D'accord. Merci à vous, Assom Gaba. Si vous l'avez compris, mesdames et messieurs, depuis hier avec le tribunal du commerce, on revient sur ce que le tribunal du commerce apporte déjà comme garantie pour l'amélioration du climat d'affaires. Et donc, on était avec Maître Agatha Afouyon-Ago, elle est avocate au barreau béninois. Ce soir, nous devrions recevoir un autre avocat pour échanger sur ce qu'apporte le tribunal des affaires dans l'amélioration du climat d'affaires, mais il n'a pas pu être là, donc vous n'aurez affaire qu'à moi, mesdames et messieurs, mais on vous promet que vous l'aurez une autre fois sur le sujet, mais on peut déjà en parler avec vous, Assom Gaba. Donc, par rapport à votre question, je pense quand même que de par sa création, on se rend compte que le tribunal du commerce vient accélérer les procédures judiciaires.
et apporter des solutions spécifiques au règlement des litiges commerciaux. Parce que ce qu'on avait comme difficulté avant avec les articles et les textes de loi dont on disposait, c'était qu'on n'avait pas toujours la solution qu'il faut pour pouvoir régler les problèmes et les litiges commerciaux. Maître Afouillon en parlait hier par exemple, il y a le tribunal du commerce qui est beaucoup dans la conciliation. C'est-à-dire on essaie de tout faire pour que le règlement se fasse de façon à l'amiable. Vous voyez, donc ça permet à ces partenaires d'affaires-là de pouvoir quand même continuer par travailler ensemble tout en garantissant leur sécurité à tous deux. Donc je pense quand même qu'on peut déjà, de par cette définition, se dire que le tribunal du commerce est là pour améliorer le climat des affaires au Bénin. Et il arrive même des fois qu'on fasse appel, bien sûr, à des commerçants, à des acteurs, à des professionnels qui viennent également se retrouver dans ce dispositif de règlement à l'amiable pour que les uns et les autres puissent quand même faire part de leurs expériences pour faciliter en quelque sorte ce règlement à l'amiable. Je pense que c'est ce que les acteurs eux-mêmes veulent, parce que quand ils vont directement au niveau du tribunal de première instance, par exemple, c'est que c'est des complications, c'est pas forcément des gens qui maîtrisent le secteur du commerce. Ils connaissent la loi, certes, mais le secteur du commerce a d'autres aspects, d'autres spécificités qu'il faut donc prendre en compte quand il s'agit bien sûr de juger. Je suis totalement d'accord avec vous, Assoum Gaba, parce qu'avant, ce qu'on avait avec les tribunaux de première instance, c'est qu'on n'était pas toujours dans le règlement du conflit, de façon à ce que les partenaires d'hier puissent peut-être continuer à être partenaires de demain. Or, si on veut que le climat d'affaires soit stable et que l'économie puisse bien se porter, on n'a pas forcément besoin de trouver qui est coupable, qui est défaillant. Le plus important, c'est qu'on puisse régler les problèmes et qu'on puisse passer à une autre étape. Parce que derrière un commerce, c'est beaucoup d'employés aussi. Oui, beaucoup d'employés qui dépendent de ça. Beaucoup de populations également qui satisfont leurs besoins sur la base des services ou des produits qui sont donc offerts à travers ce commerce-là. Alors, est-ce que le tribunal de commerce, Jean, est-ce que ça suffit en réalité pour un climat d'affaires plus sûr? Bon, c'est sûr que ça ne suffit pas. Il ne suffit pas seulement d'avoir, comment dirais-je, un tribunal de commerce pour dire que tout est réglé, mais le fait de savoir déjà que ce tribunal de commerce existe vous met en confiance. Quand en tant qu'investisseur, vous venez dans un pays et vous vous rendez compte qu'il y a le tribunal de commerce, vous vous dites, voilà, cette juridiction est donc là. Si j'ai des difficultés, autant avec l'État qu'avec d'autres partenaires, qu'avec des individus, j'ai quelqu'un en face qui va m'écouter et proposer une solution qui m'agrée et qui me satisfait. Le plus important, c'est la crédibilité du tribunal de commerce. Tant que sa crédibilité n'est pas entachée, alors le tribunal de commerce contribue à l'amélioration du climat des affaires. Le climat des affaires. Alors, qu'en est-il alors du personnel pour animer les tribunaux de commerce? Oui, le problème du personnel s'est posé tout de suite quand on a parlé du tribunal de commerce, parce qu'on s'est dit qu'il ne suffit pas de créer le tribunal de commerce, il faudrait encore qu'on ait le personnel qualifié pour y travailler. Mais quelques mois justement après que les députés aient voté la loi qui instaure la création de ce tribunal de commerce, on a vu un personnel qui allait se faire former à l'ERSUMA, c'est-à-dire à l'école régionale supérieure de la magistrature ERSUMA, d'accord, pour améliorer la gestion du contentieux commercial. Là, on se rend compte qu'on est tout de suite dans la spécificité. Oui, on a abandonné, voilà, la spécialité. C'est ça, en fait. Aujourd'hui, le droit, ce n'est pas, c'est comme la médecine, hein. On n'est plus seulement dans la généralité, on est aussi dans les spécificités. Il y a les médecins qui font de la médecine générale, mais après, il y a il faut passer maintenant à la spécialité. Et donc, c'est ce qui se passe également au niveau, bien sûr, du droit, au niveau de la justice, et ça permet donc aux uns et aux autres de se spécialiser. Et donc, grâce à la mise en place de ce tribunal du commerce, il y a beaucoup donc qui ont eu des raisons d'aller se faire former pour maîtriser donc les questions de droit liées bien sûr au commerce. Alors, on peut donc dire que le tribunal du commerce va vers l'attente de ces objectifs de création. Oui, bien sûr, parce que la réforme sur la création des tribunaux cours d'appel de commerce découle des lenteurs observées dans le traitement et l'exécution des décisions liées aux conflits commerciaux. On s'est rendu compte que souvent, tout ce qui concerne le crime, le vol et autres, c'est beaucoup plus ça qui est important, prioritaire pour les tribunaux
de première instance qu'on a pu connaître. Donc les décisions commerciales ne sont pas toujours prioritaires. Ça fait que cela tarde. À quand vous êtes en affaires et que vous avez besoin d'une décision de justice pour vous départager, pour pouvoir rebondir ou revenir en arrière, quand ça tarde, ce n'est pas forcément bon pour vous. Il y a même le Doing Business 2017 qui parlait des délais de coûts et de procédures d'exécution des contrats au Bénin qui étaient trop longues. Alors aujourd'hui, on n'en est plus là. Par exemple, le mode de recouvrement des petites créances a été revu. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, avec les créances, vous pouvez être recouvré en 72 heures. En 72 heures seulement. Si vous avez des doléances, vous avez des préoccupations, vous avez la possibilité de pouvoir les contacter en ligne sans vous déplacer. Les décisions de justice du tribunal de commerce de Cotonou sont aussi en ligne sur le site. Donc, tout est dématérialisé pour le bonheur des populations. Merci beaucoup à vous, Aniat Onifade Bello, pour tous ces détails. Il est 19h45. C'est l'heure du journal sur le grand rendez-vous. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. Le commerce inclusif est une activité rentable qui crée de l'emploi aux populations à faible revenu. Quelles politiques doivent être mises en place pour faire de cette inclusion une réalité pour notre économie? On en parle dans un instant. Rédiger le plan d'affaires est la clé de réussite de toute jeune entreprise. Une formation a été initiée dans ce sens pour des entrepreneurs. Le compte rendu de cette séance dans un instant. Les jeunes de Révier disposent désormais d'un espace de loisirs et d'apprentissage. La bibliothèque riche de près de 4000 ouvrages est l'œuvre de Florent Eustache-Ressou. Et on ouvre cette édition par ce Canénois. Vous le savez déjà, Stan Toron a tiré sa révérence. Le concepteur du Tienk System nous a quittés dans la matinée d'hier. Auteur, compositeur et chanteur, l'artiste serait décédé suite à une évacuation sanitaire en France où il suivait depuis quelques jours des soins. Qui est l'artiste? Suivons les témoignages des Béninois dans ce reportage. Ces chansons et ces images resteront des souvenirs immortels dans la mémoire collective. Grand artiste béninois, Mohamed Ibitoche Roger Stanislas Toron est passé de vie à trépas. Ici, à Gbégamé, nous sommes dans sa maison, celle qu'il a vu grandir. L'annonce de son décès est douloureuse et fait couler des larmes. Nous sommes chez Toron. Comme d'habitude, c'est chez son oncle, mais on dit chez Toron à Gbégamé Pos. Il est resté ici longtemps. Je suis son premier danseur. Vous connaissez très bien. Nous sommes là avec la famille, avec ses cousines, tout le monde ici présent. C'est vrai qu'il est mort. Et son enfant nous a appelés pour nous dire qu'il est mort. Stan Toron avait 63 ans. L'artiste serait récemment parti en France pour des soins. Et fortuitement, il y a de cela 3 semaines, disons pas 3 semaines qu'il est voyagé, mais déjà une semaine à l'avance, une semaine déjà, il m'a appelé, mais moi je n'ai pas pu décrocher parce que j'étais en circulation, donc je n'ai pas pu décrocher. Qu'est-ce qu'il voulait me dire, je ne sais pas. Or, il ne m'a jamais appelé comme ça. Aujourd'hui, ce matin, on nous a informé que c'est comme ça qu'il est décédé. Plus de 40 ans de carrière musicale, avec à son actif plusieurs albums à succès. L'artiste, plus connu sous le nom de Papi Grandé, a révolutionné une musique traditionnelle béninoise, dénommée Tiengoumé. Une musique qu'il a modernisée et baptisée Tienk System. Toron Stan est au-delà d'une vedette simple. Il a participé, si on peut le dire ainsi, à la vie aussi bien culturelle que politique du Bénin, de par les messages qu'il arrivait à transmettre dans tout ce qu'il avait comme richesse musicale.
Toron Stan, c'est l'authentique. C'est quelqu'un qui, dès le début, a compris qu'il fallait vendre une forme de signature, une forme d'authenticité musicale, rythmique et même gestuelle. Et tout cela a fait tout de suite l'unanimité, que ce soit ici ou même en Afrique, au sud du Sahara. Son parcours artistique a séduit plusieurs générations. Ces tubes devenus des cultes n'ont pas pris de rides malgré les âges. Stan Toron laisse en héritage une riche discographie. Son premier disque à succès remonte aux années 1975. Des Béninois se souviennent de ses chansons. Bamanulo, oh, Bamanulo, oh, Zerwide, Zerwi, Betoleni, Zewesu. Par exemple, quand je prends Gotaï, Tchenkoumé, je prends aussi Yalo, Yalaïlo. C'est vraiment un grand homme, un grand musicien qu'on a perdu. Une fierté nationale et une gloire de la musique béninoise. Le roi du Tchenk System reste encore vivant dans les esprits. Son timbre vocal a traversé les frontières. Sa musique ne meurt pas. Salut l'artiste. Salut l'artiste. Une nouvelle bibliothèque ouvre ses portes à Révier dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est une bibliothèque de 4000 ouvrages pour donner à lire aux apprenants et étudiants. Cet espace de loisirs et d'apprentissage est l'œuvre de Florent Eustache-Ressou. Son objectif est de rapprocher les livres des passionnés des belles lettres. La cérémonie d'inauguration a eu lieu le week-end écoulé sur le site de Horiculture à Révier. Les précisions dans ce reportage de Patrick Adjagoudjou. Nos écoles, nos établissements scolaires souffrent de l'absence de bibliothèque. La bibliothèque de Révier vient combler ce déficit. Des livres de littérature, d'histoire contemporaine, de culture générale et des matières scientifiques. Le donateur est un journaliste écrivain. Son nom, Florent Eustache-Ressou. Nous avons décidé de venir à Révier d'abord parce que la commune Révier, c'est dans Calavi, la commune la plus peuplée du Bénin et la commune qui a la plus grande université nationale. Donc nous avons choisi Révier parce que selon le RAVIP, Révier a 100 000 âmes et il n'y a aucune bibliothèque. 4000 ouvrages pour donner le goût de la lecture aux apprenants et les aider à améliorer leur niveau en langue, en particulier le français. Florent Eustache-Ressou met ainsi sa richesse culturelle au service des générations actuelles et futures. Nous partons avec 4000 livres, mais je pense que dans 6 mois, 1 an, on va avoir désigné les 10 000 livres et plus, et c'est notre joie. La lecture, un loisir sain et instructif, elle stimule le cerveau, diminue le stress et permet de développer des capacités d'analyse cohérentes et structurées. Ces avantages sont énormes. À travers la lecture, on apprend beaucoup, on découvre d'autres univers. On se cultive à travers la lecture. On y découvre beaucoup de choses. Déjà les figures de style, c'est aussi la littérature, c'est un pilier de la culture. En procédant à l'ouverture de cette bibliothèque, c'est une industrie culturelle qui ouvre ses portes à Révier pour faire éclore de nouveaux talents artistiques et culturels. Nous avons également envie d'installer les classes culturelles. C'est de détecter les talents, c'est de faire des clubs d'écriture, c'est de faire des clubs de théâtre, de danse, de musique et de promouvoir ces talents-là. Des ambitions qui seront bientôt concrétisées pour l'émulation des talents artistiques et des passionnés des belles lettres. L'importance de rendre le commerce plus inclusif, notamment pour les entreprises de petite taille, s'impose dans les pays moins avancés. Le commerce inclusif consiste à veiller à ce que riches ou pauvres, femmes et jeunes bénéficient du développement du commerce et de l'économie. Quels sont les enjeux de l'inclusion financière pour une économie? Nous avons posé la question au directeur départemental de l'industrie et du commerce de l'OMI. Le commerce, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'acheter un bien, un produit, un service, dans le souci de réaliser un profit, un bénéfice. Mais quand on parle de la notion d'inclusion, vient ajouter quelques éléments. Certains mécanismes sont mis en place pour que les populations à faible revenu puissent profiter des fruits de ce commerce-là.
ce commerce contribue à une répartition équitable du revenu, du fruit de l'effort. Par le passé, dans le secteur de l'anacarde, par exemple, les producteurs, les collecteurs étaient un peu plus lésés. Mais le fait qu'on a organisé au mieux cette filière a permis désormais que les collecteurs, les producteurs, jusqu'aux exportateurs, tous, chacun en ce qui le concerne, profitent maintenant du fruit de ce travail-là. C'est ça la notion du commerce inclusif. C'est un commerce qui se veut beaucoup plus juste, plus équitable, qui est un peu plus humain. Aujourd'hui, par exemple, on parle de microcrédit aux plus pauvres. Ces microcrédits induisent la notion d'inclusion financière. Cette notion d'inclusion financière va directement avec la notion de commerce intégré, où les gens sont obligés de travailler ensemble pour pouvoir dégager des bénéfices. Et c'est les plus pauvres, les plus marginalisés qui devraient être marginalisés, doivent profiter maintenant de façon équitable. Quand on parle d'équitable, ça ne veut pas dire égalité. Chacun doit profiter du fruit de l'activité à la hauteur de sa contribution, de ce qu'il a apporté dans la production finale. Connaître son plan de développement d'affaires afin d'apporter une réponse durable aux difficultés rencontrées au sein de son entreprise, c'est l'objectif de cette formation en faveur des jeunes désireux d'entreprendre. Qu'est-ce qu'un plan d'affaires? Quelle est son utilité? Ces questions trouvent réponse dans ce reportage de Edwige Agosso et Lazare Vigan. C'est un document qui prend en compte une étude préalable de marché, décrit de façon très claire ce que l'entreprise ambitionne de faire, ainsi que le projet d'évolution qu'on pense, et qu'on pense à partir des chiffres très précis, les chiffres qu'on pense que l'entreprise va atteindre. Le parcours d'un entrepreneur est jalonné de difficultés auxquelles il est pourtant nécessaire de faire face. Au début, c'est carrément difficile parce que vous faites tout. Vous êtes tout. Vous êtes comptable, vous êtes directeur des ressources humaines, vous êtes secrétaire, vous êtes tout à la fois. Et quand vous n'avez pas un financement ou bien quand vous n'avez pas des gens qui vous supportent à faire ça, c'est vraiment difficile. On se retrouve seul à des moments. On passe même des nuits blanches à essayer d'entreprendre. Un jeune entrepreneur qui a commencé peut avoir des difficultés sur le plan managérial. C'est-à-dire comment gérer les fonds, par exemple, comment gérer le stock, comment rechercher le marché, comment conquérir de nouveaux clients, comment fidéliser le client. Participer aux séances de formation entrepreneuriale en ayant sur soi son plan de développement d'affaires est une condition sine qua non pour tout bon entrepreneur. Il ne se forme pas suffisamment pour savoir comment gérer une entreprise, comment la créer, comment la gérer, comment assurer sa pérennisation. Et donc, il leur manque de la formation d'abord. Le financement qu'on évoque vient bien après. Et donc, c'est un environnement où de jeunes entreprises naissent, mais meurent également prématurément. Tout entrepreneur, à un moment donné de son cycle, doit marquer une pause, doit évaluer ses capacités entrepreneuriales, doit revoir son business plan. Et s'il ne l'avait pas, c'est le moment pour lui de l'avoir et de travailler à accroître ses performances aussi bien personnelles que l'essor de l'entreprise. Créer une entreprise ne consiste pas uniquement à mobiliser des moyens financiers. D'autres paramètres entrent en ligne de compte. Le mentor a cette consigne: décourager autant que faire se peut l'habitude du jeune entrepreneur à mettre la ressource financière en premier et à la prioriser. Et donc, lorsque le jeune entrepreneur a identifié ses ressources, l'amener à identifier l'ordre de priorité. Si l'argent est sa priorité, son échec est à 90% consommé. Et pour éviter l'échec, la planification est fondamentale pour toute entreprise tout au long de son existence. Salon international de l'agriculture à Paris, plusieurs pays prennent part à ce grand rendez-vous. La Côte d'Ivoire est fortement représentée par ses produits agricoles très appréciés des premiers visiteurs. Reportage. Salon international de l'agriculture sous un temps clément, s'est ouvert ce grand rassemblement des acteurs du monde agricole de France et de nombreux autres pays à travers le monde. Au nombre des participants à ce grand rendez-vous international, les représentants des ministères des ressources animales et halieutiques et de celui de l'agriculture. Les stars du stand du Mira, ce sont certainement eux, les escargots, objet de toutes les curiosités des premiers visiteurs du salon.
à découvrir également aux côtés des escargots, des mâchoirons et des silures. 10 jours de découverte des richesses des ressources animales et halieutiques, mais aussi des produits de l'agriculture ivoirienne, 2 stands pour les apprécier au pavillon 05. C'est d'ailleurs ici que va se dérouler jeudi la journée ivoirienne, avec au programme différentes conférences, des animations culturelles et la dégustation de produits de la Côte d'Ivoire. Tout au long du salon sont prévues des rencontres B2B, différentes séances de travail, des panels avec à la clé de bonnes nouvelles pour les ressources animales et l'agriculture ivoirienne. Le tout avec le soutien et la présence bien souvent du ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua, et du ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobina Kwasi Djoumani, à la tête d'une forte délégation au parc des expositions Porte de Versailles à Paris. L'Éthiopie vient de lancer la construction d'un nouvel axe routier de 70 millions de dollars, soit environ 39 milliards de francs CFA. D'après le directeur de la communication de la direction des routes éthiopiennes, la nouvelle construction va s'étendre sur 113 km grâce à un financement entièrement couvert par l'État éthiopien. Grâce au nouvel ouvrage, les autorités éthiopiennes veulent relier les zones fertiles agricoles du sud au cœur du pays. De plus, il devrait permettre d'augmenter les activités touristiques dans la région. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement. Ah oui, on était très content de suivre votre journal Nadège Sani. Oui, et c'est cette édition qui nous amène pratiquement vers la fin du grand rendez-vous de ce soir. Mais avant, on suit d'abord la météo. Merci à tous d'avoir été au grand rendez-vous de ce soir. C'est la fin. Rendez-vous demain 19h00 pour notre grand rendez-vous. Ce sera avec Aniat Onifade Bello. Portez-vous bien, chers téléspectateurs. N'oubliez pas de suivre le forum du jour à 21h.